merci d'être présent ce soir. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Eugène Ébaudet et Greta Garburg qui ont fait un travail sur le centenaire de Rosa Parks. Donc, puisqu'elle aurait eu 100 ans au mois de février 2013, le 4 peut-être, le 4 il me semble. Et donc dans ce cadre-là, Eugène a pris des photos aux États-Unis notamment, sur différents endroits, lieux de vie, objets, de Rosa Parks et de son environnement de l'époque. Donc vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Et Greta Garburg, qui est notre artiste locale, a fait, avec ses techniques à elle, des toiles qui représentent Rosa Parks, l'univers, un peu cette période-là. C'est pas d'après les photos, mais c'est plutôt d'après ce qu'il a écrit dans son livre. Voilà. Et donc nous avons, l'idée c'est d'échanger autour de la vie de Rosa Parks, de l'évolution, alors Eugène fera comme bon il semble, mais de l'évolution jusqu'à l'élection de Barack Obama. Et donc ce temps d'échange-là, Eugène est aussi l'auteur de La Rose dans le bus jaune, donc il dédicacera tout à l'heure. Nous remercions pour ça. Je cherchais la librairie de Saran, donc, qui est notre partenaire pour ce soir, sur cette occasion. Et donc il y a le temps d'échange, la dédicace, la visite de l'expo, et à la fin on vous propose de grignoter quelques petites choses avec une boue. Voilà. Merci Ludovic. Merci aux lectorois et lectoroises qui me font l'honneur, le bonheur, la joie depuis des années de me recevoir, d'écouter mes élucubrations, d'encourager des projets et de me nourrir. En Garburg, j'ai été très bien alimenté, et c'est midi d'ailleurs. Je partageais, nous avons rompu le pain, rompu quelques lances aussi, travaillé dans une atmosphère assez conviviale et assez fraternelle. Alors cette atmosphère fraternelle, je trouve que je l'ai reçue il y a environ 20 ans. Hein. Ça ne nous rajeunit pas. Je parle pour moi. Tu es un éternel jeune, Dominique. Alors, je l'ai reçu invité par dialoguer en poésie à Lectoure. À l'époque, il y avait Yvan Avenat, il est sur d'autres horizons maintenant, il est du côté du Brésil, où il prépare la Coupe du Monde, j'imagine. Et j'avais été accueilli à Lectoure par Jean Lust. Et avant de venir, Jean m'avait demandé combien nous serions pour qu'il se prépare à m'accueillir convenablement. Je sais que la ville de Toulouse n'est pas loin, comme il fabrique des avions, mais je lui avais dit que je viendrai avec ma famille africaine, qui est fort nombreuse, mais pas la peine de mobiliser un Boeing, mais de préparer quand même un véhicule assez grand. Mon père y a eu 17 enfants. Moi-même, j'ai essayé de suivre le travail de mon père. J'en étais à 3 officiellement. Et donc, genre, à mon arrivée, j'avais trouvé je sais pas, c'était quasiment une Cadillac, presque, tellement elle était longue. En fait, il avait pensé que j'avais vraiment une nombreuse famille, or j'étais tout seul. Et Jean Lust, il n'est pas là. Et Godelive était venu m'accueillir. Ensuite, il m'avait fait visiter Lectoure. Et la chose qui m'avait frappé, c'était évidemment le cimetière du Saint-Esprit, qui est un cimetière où reposent des tirailleurs sénégalais. Et j'avais vu combien ces gens venus d'ailleurs avaient marqué Lectoure et combien leur mémoire était entretenue. Je vous dis ça parce que Rosa Parks, c'est une histoire de mémoire. Et quand à Lectoure, je m'étais aperçu, j'avais vu, j'avais mesuré, ressenti combien la mémoire était quelque chose de particulièrement important, eh bien, j'ai inscrit aussi mon œuvre dans la revisitation de la mémoire. Et
je crois que tous les livres que j'ai commencé à écrire, c'était un peu ici que je les affinais, elle était venue, je partageais avec Dominique, avec Jean et avec d'autres ce que j'étais en train d'écrire, y compris dans cette maison qu'il a née il y a 2 ans. J'ai dû terminer un roman que j'ai envoyé chez Gallimard. En plus, il parlait de lecture, Métis Palissade. Et c'est dans cette maison dont je remercie la municipalité, je remercie quelqu'un qui n'est plus là, c'est Robert Cassinage, qui a été le maire de cette ville et qui m'a aussi très bien reçu, avec des jeunes venus de la banlieue parisienne, qui, je me souviendrai toujours, avec eux, on était allé à Saint-Clar, et un monsieur, voyant les jeunes débarquer avec un look qui n'était pas forcément un look, je vais dire, normal. Il était arrivé vers nous, le visage très fermé, en me disant, monsieur, ici on n'aime pas le bruit. Et à la fin, le même qui nous avait dit, monsieur, 1 heure après ou 1 heure et demie après, nous avait dit, alors vous reviendrez. C'était très heureux et je crois qu'on avait fait un bruit utile. Et comment faire utile? Eh bien, avec ma complice, on a pensé que parler du centenaire de Rosa Parks, la femme qui a refusé de céder sa place dans un bus aux États-Unis en 1955, quand le Ku Klux Klan était encore virulent, il avait un peu pâli, si je puis dire, mais il était revenu encore plus virulent dans les années 50, après une éclipse d'une vingtaine d'années, et le Ku Klux Klan torturait, pendait, tirait, pas sur des lapins, mais sur des êtres humains, parce que ceux-ci portaient une couleur qui, à leurs yeux, était déplaisante. Et donc, pour rendre hommage à Rosa Parks, j'ai dû travailler pendant une dizaine d'années. J'ai d'abord lu ce qui se disait sur ces personnages, et je dois dire d'ailleurs qu'au début, c'est un enfant plutôt sevré de sa mère, parce qu'un immigré comme moi, ma mère elle est restée au Cameroun. J'ai connu une période dans les années 2000, la transition, je ne sais pas, du millénaire peut-être. J'avais un manque de mère et Rika doit sûrement se souvenir que je pâlissais à l'époque, hein, ça se voyait très fort. Et j'étais un peu dans une espèce de mélancolie. Cette absence de mère m'a marqué et en cherchant une mère d'adoption, je suis tombé sur Rosa Parks. Et son histoire m'a tellement fasciné, lui, que j'ai commencé à lire tout ce qui la concernait. Je lui ai écrit, et la 4e de couverture emporte témoignage, elle m'a répondu, heureusement, une lettre très touchante, me disant que non, toutes les questions que je lui posais ne l'agaçaient pas, bien au contraire, qu'elle appréciait qu'un jeune, j'étais jeune à l'époque, qu'un jeune homme lui écrive, qu'elle aurait bien voulu me recevoir, mais qu'elle devait garder la chambre parce que le médecin lui interdisait tout entretien qui dépassait les 3 ou 4 minutes. Il fallait qu'elle soit vraiment isolée, qu'elle ne soit pas trop sollicitée. Elle l'avait déjà été abondamment. Et ces échanges de courrier se sont poursuivis, et puis elle vivait à Détroit à l'époque. Et puis quand j'ai eu envie d'investiguer, sa santé était encore plus déclinante, donc je ne suis pas allé à Détroit, je suis plutôt allé à Montgomery, dans le sud, en Alabama, où l'action s'était passée. J'ai visité, j'ai même eu des frayeurs, pas parce que le Ku Klux Klan était là, mais non, les frayeurs que j'ai eues les plus fortes étaient avec les Noirs qui prenaient le bus. Alors je voulais vivre l'expérience de monter dans un bus dans les années 2000, et les gens qui montaient dans les bus
me paraissait surprenant. On attendait le bus pendant des heures. Vous savez, aux États-Unis, les transports publics ne sont pas développés. On fait exprès pour que ce soit que les pauvres qui prennent les transports en commun. Et ces pauvres, on est là, on attend pendant des heures. Les gens défilent ou sont prostrés. Et une fois dans le bus, ça devient un autre monde. Alors, on se frappe dans le dos, on te bouscule un peu, where are you from? Les dialogues sont un peu heurtés. Et au fur et à mesure que le bus avançait, moi je reculais presque et j'avais envie d'appuyer sur l'arrêt pour descendre, tellement le temps montait. Et puis, avant même de monter dans le bus, j'étais allé à la mairie, à la City Hall, pour voir ce qui s'y disait, et je devais rencontrer une conseillère spéciale du maire de Montgomery, une femme noire, et à l'accueil, moi j'ai demandé, alors Rosa Parks, dans quelle cellule a-t-elle été emprisonnée ici? Parce que à l'hôtel de ville de Montgomery, il y avait aussi dans une des annexes du bâtiment le commissariat de police où elle avait été conduite après son acte de rébellion dans le bus. Et alors quand je demandais Rosa Parks, what, Rosa what? Rosa Parks, et moi je le disais avec enthousiasme. Et ça a effrayé les gens dans les années 2002. Et les gens partaient comme si j'avais appelé le diable au secours. Et les gens s'enfuyaient. J'avais demandé à la conseillère, mais que se passe-t-il dès que je dis Rosa Parks? Elle fait chut. Elle me dit, mais on ne parle pas de Rosa comme ça. On était en 2002. C'est pas possible. Ici, c'est encore. Le traumatisme était encore fort. Donc son nom n'avait pas le droit de citer. Et puis, arrivé dans son bureau, donc elle m'a raconté que les Blancs de Montgomery n'avaient toujours pas digéré ce nom. Pas toujours digéré ce qui s'était passé en 1955. Et qu'il fallait donc adopter un profil bas. Eh bien, j'ai adopté le profil requis. Je ne parlais plus de Rosa. Et prenant le bus, la surprise c'était qu'avec les Noirs, cette fois, on m'avait averti en disant « Oh, vous voulez aller voir où elle a vécu, c'est pas facile. Les Noirs qui y vivent sont... oui, ils ont changé, leur mentalité a évolué. Ils ont l'impression d'être des bêtes de somme et que les gens viennent photographier, donc surtout ne sortez pas l'appareil photo. Je ne parle pas pour notre ami qui prend les images pour des fins plus intéressantes. Et donc, dans le bus, je n'osais même pas sortir mon appareil photo. Et les conversations ont été décalées, complètement... elles n'avaient pas de sens souvent parce que bon, le public dans le bus, c'était soit des drogués, soit des gens un peu... oui, frappés par la dureté de vie que ces personnes menaient. Et du coup, quand le bus est même arrivé à Cleveland Avenue, vous verrez l'avenue et le lotissement de Rosa Parks, je ne suis même pas descendu. Je me suis dit, mais bon. En plus, c'était le dernier bus et le chauffeur m'avait averti. Le chauffeur en question, qui était une femme, m'avait averti que c'est le dernier passage. Donc si je descendais, je me suis dit, je n'aurais peut-être pas la possibilité d'écrire ce livre. Courageusement, je suis resté dans le bus et qui m'a ramené à bon port. Et ce n'est qu'en 2012 que j'ai pu voir la maison de Rosa Parks. Donc les photos que vous verrez datent de 2012, alors que j'ai fait quatre passages aux États-Unis, à Atlanta et puis à Montgomery. Atlanta parce que le compère de Rosa Parks, Martin Luther King, venait d'Atlanta. Et Martin Luther King était un jeune pasteur de 25 ans, en 1955, lorsque Rosa Parks a commis son acte de rébellion.
Et ce jeune pasteur, je regrette un peu d'ailleurs, mais je pense que tu as bien fait, Greta. La première toile que l'on voit à l'entrée, qui figure une espèce de croix, symbolise tout cet esprit, toute cette foi en action qui a permis de terrasser un dragon qui existait depuis la déclaration d'indépendance aux États-Unis, en 1776, même si dans la déclaration d'indépendance, il y avait déjà une phrase extraordinaire qui disait que nous, le peuple d'Amérique, prenons pour évidente la chose suivante: tous les hommes naissent libres et égaux. Cette évidence a mis du temps à se réaliser. Et je trouve que tu as bien fait de représenter ces figures avec leur capuche sinistre, et cette espèce de croix comme ça fine, et qui montre que les choses sont à la fois une invitation à la verticalité, mais aussi à une forme d'horizontalité qui symbolise et signifie le partage. Je ne sais pas si je me trompe, hein, je suis sûr. Puisque c'est un dur, rassure-moi que je ne me trompe pas. On en a parlé assez tous les deux, tu peux y aller parler pour moi, c'est bon. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, non, c'est une très belle introduction et je trouve que Ludovic a bien fait de placer juste en dessous de Rosa Parks, c'est ça, à l'entrée. Oui, oui. Oui, tu as bien fait. Et d'ailleurs, tout le reste de l'exposition témoigne à la fois d'une volonté d'être vrai, d'être juste, de ne pas être exhaustif, parce que l'histoire des droits civiques qui court la question de Rosa Parks, je ne vais pas vous l'infliger. L'essentiel étant que, à un moment ou à un autre, une femme s'est levée, ou plutôt, elle s'est assise pour rester debout. Elle s'est assise pour rester debout. Ça marche, hein? Ouais. Très bien. C'est elle qui l'écrit, non? Elle écrit pas un truc comme ça? Absolument. Je vous souviens, elle écrit quelque chose de ce type. Oui, oui, elle s'est assise pour tenir debout, ce qui est encore plus fin. Pour tenir debout. Alors qu'elle n'était absolument pas aussi fatiguée qu'on le dit. Elle avait des agaceries aux jambes, comme dirait ma grand-mère. Elle était un peu fatiguée. Elle avait quelques fourmis parce que. Alors, la proposition que je fais dans le livre, puisque j'ai lu beaucoup de choses sur les raisons, les motifs, qu'est-ce qui a pu mobiliser cette femme. Et elle n'a pas eu d'enfant. Elle avait 42 ans à l'époque. Et mon hypothèse, c'est que intuitivement, elle sentait venir une forme de ménopause. Et aussi, avec elle, la fin du rêve d'enfanter. Et que ce moment d'abattement et de traumatisme pour une femme a fait en sorte qu'elle soit immédiatement en travail, si je puis dire, pour accoucher d'une nouvelle Amérique. Donc de son existence personnelle qui subissait une forme de calamité, elle a su dépasser le plus cruel instant qu'elle vivait, celui de ne jamais avoir d'enfant, transposé dans une révolution civique et sociale qui a permis à l'Amérique d'accoucher d'une nouvelle population. Et je trouve que cette hypothèse que je transpose donc dans le roman, quand je suis entré chez elle en novembre 2012, j'ai eu le sentiment qu'elle m'attendait. J'avais déjà rendu le manuscrit, il était chez Gallimard, mais j'étais pas très content. Il y avait comme il y avait quelque chose qui me disait que ça n'était pas terminé. Mais en entrant chez elle, j'ai eu le sentiment que j'étais attendu et qu'on allait pouvoir mettre le point sur les i.
affiner ce qui avait été insuffisamment dit, faire du pointillisme comme tu excelles dans cette matière, laisser les zones, pas les zones d'ombre, mais plutôt les zones qui nécessitaient de la nuance, celles qui nécessitaient de la lumière un peu plus accrue, elle pouvait les recevoir. Et chez elle, j'ai vu les fauteuils, j'ai vu des accoudoirs, j'ai vu les napperons, j'ai vu comme on les faisait dans les années 50. J'ai même vu les fauteuils, comment tu les appelles? Hawaïens. Les Hawaïens. À oreille. À oreille. À oreille, ah d'accord. À oreille. Voilà. Il y en a une photo là-haut. Oui, oui. Et donc des petits détails m'ont sauvé. Et en voyant la maison de Rosa, je me suis dit, oui, je vais pouvoir porter une petite touche finale à ce livre. Et puis, il y avait le miroir où elle se regardait. J'avais l'impression que ce miroir reflétait diverses expressions qu'elle avait pu vivre, à la fois le contentement, la panique. Mais non, c'est parce qu'elle est sous le... Je suis sous le rayon. Non, sous les lumières. C'est ça les vedettes, hein. Mais je t'assure que la prochaine fois qu'on viendra ici, il y aura quelqu'un pour... Et donc, voilà une aventure pour rendre hommage à une grande dame qui était petite de taille. Oui, Petite jeune femme, et dont le cœur était immense. Je reviens de Détroit et bon, je n'ai pas fourni les photos, ça c'est pour l'année prochaine. Pour l'été prochain. Et à Détroit, j'étais assez déçu parce que Rosa Parks, qui n'a pas eu d'enfant, elle avait un frère, Sylvester. Sylvester est le premier, il a d'ailleurs été il a fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et il a été en France, mobilisé, et il est retourné en Amérique. Et vous savez, dans les casernes noir et blanc se rencontraient, la législation n'était pas la même. D'ailleurs, Rosa Parks a travaillé dans une base militaire à Maxwell Air Force, c'est au nord-ouest de Montgomery. Et quand elle y travaillait, elle montait dans les bus militaires, qui étaient des bus déségrégés, si je puis dire, il n'y a pas de ségrégation. Et dès qu'elle descendait des bus militaires, où le noir et blanc pouvait se mélanger, elle tombait dans les bus civils, où là, il y avait une discrimination. Et souvent, avec ses collègues, elle avait des collègues qui montaient dans le même bus, s'asseyaient côte à côte, et puis hop, dans les bus de la ville, ségrégation. Oui, c'est ça. Son frère ne pouvait pas supporter cette ambiance et était donc allé vivre à Détroit. Et à Détroit, son frère Sylvester a épousé une fille qui s'appelait Daisy. Ils ont eu 13 enfants. Tous les deux, hein, pas comme mon père. 13 enfants chez eux. Et les 13, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont dénoncé la convention d'héritage, estimant qu'elle leur était défavorable, parce que Rosa Parks a créé une fondation, Rosa et Raymond Parks pour le développement personnel, qui aidait les jeunes américains, quelle que soit leur couleur, à connaître l'histoire des droits civiques, à se déplacer souvent vers les lieux de mémoire. Et cette fondation donc, devait recueillir 80% des biens de Rosa et les neveux et nièces 15%. Ils ont dit non. C'est insuffisant. Ils ont dénoncé donc, cette répartition et puis la justice a
il y a eu une renégociation au terme de laquelle les conclusions devaient rester secrètes. Si elles étaient publiées, à nouveau une saisine de l'une des parties. Il se trouve que ce sont les neveux qui ont saisi la justice pour dénoncer le fait qu'il y avait eu dans la presse des fuites. Et immédiatement, la justice a fermé la fondation, les biens mis aux enchères, tous les biens de la fondation, pour une nouvelle répartition défavorable à la fondation naturellement. Donc je me suis retrouvé devant des portes closes. Et je soupçonnais un peu tout ça quand j'écrivais, mais je n'ai pas voulu aborder les questions patrimoniales et familiales dans le livre. Mais j'étais très déçu, très amer de me retrouver à l'adresse qui existe toujours sur Internet. Vous pouvez saisir Rosa Roman Parks for Savage Development. Vous trouverez l'adresse, mais elle n'existe pas en réalité, il n'y a plus rien. Plus rien, rien du tout. Alors on m'a donné l'adresse d'un attorney, un juge qui s'occupe d'une affaire courante, c'est tout. J'ai appelé M. Cohen, mais il était en déplacement dans l'État du Colorado. Mais bon, je suis allé la voir où elle repose, la petite chapelle discrète. C'était un moment un peu pénible de savoir que ce qu'on a laissé précisément pour que les traces soient transmises les uns aux autres, pour que la mémoire soit active, bien tout cela pour des questions de matériel, bassement matériel, les 13 neveux, il devait y avoir un trait. Les 13, oui, les 13 ont en sorte que les choses tournent autrement. Mais en tout cas, en attendant les 13 desserts, ça c'est pour décembre, on va quand même te faire parler pour la partie picturale. Elle a pris la parole et s'est exprimée ce jour-là. C'est une réalité. À un moment quand même où, si vous regardez les photos, derrière King, c'est que les hommes. Hein, c'est artiste possible. C'est pas possible. Dans cette salle, il y a autant d'hommes que de femmes. Plus de femmes d'ailleurs que d'hommes. Mais à l'époque, non, peu de femmes. Souvent, même pendant les marches, il y a une autre photo où on les voit en 65 pendant la marche Selma march Selma to Montgomery. Et pendant cette marche, Rosa Parks vivait déjà à Détroit depuis 57. En 65, elle se dit je dois être là-bas. Elle y va, mais elle essayait de remonter parce que ceux qui la reconnaissaient disaient mais ta place n'est pas dans... Derrière, quoi. Oui, essayer de la remonter et en la remontant, d'autres disaient mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est les grands, c'est des grands personnages, mais vous ne vous connaissez pas. On l'a repoussée et elle repartait tranquillement et un autre groupe venait, reconnaissait mais Rosa Parks, qu'est-ce que tu fais ici? Il l'a ramenée et ça a été comme ça en permanence. Jusqu'à la photo qui témoigne, elle est à côté de King, de Coretta, de Abernathy et d'autres pasteurs. Donc c'est une femme qui symbolise le courage de cette autre humanité qui a souvent combattu, mais qui n'a pas eu les honneurs qu'on lui devait. Et j'ai essayé, à ma façon, je ne suis pas seul parce que Ludovic et son équipe ont réuni beaucoup de livres qui évoquent Rosa Parks et j'ai simplement essayé de combler quelques plans de l'histoire dont un me paraissait assez emblématique. Le personnage qui voulait s'asseoir à sa place, à la place de Rosa Parks, ce fameux
1er décembre 1955. Je n'ai jamais rien lu sur lui. Et je me suis toujours demandé, mais au fond, c'est ce monsieur qui a existé. C'était quand même pas un fantôme, c'était pas un spectre, c'était pas une lubie. C'est bien un être de chair et de sang. D'où venait-il? Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Et l'axe aussi de ma recherche était de combler ce vide. Je n'ai rien lu sur lui. Et alors, j'ai posé des questions aux chauffeurs taxi. Surtout, vous savez que les chauffeurs taxi aux États-Unis, on peut travailler jusqu'à la veille quasiment de sa mort. Quand on a fait la réservation chez le pompe funèbre, le fossoyeur, etc., on peut mourir et prendre sa retraite. Et donc c'était des gens souvent âgés, et j'étais très heureux de converser avec eux. Et un jour, un certain Jackson, on est dans son taxi, et je lui dis, mais pourquoi il n'y a pas de trace, pourquoi on ne parle jamais de ce blanc qui voulait s'asseoir à la place de Rosa? Il me regarde, il me dit, mais, cher monsieur, était-il si blanc que ça? Et pour moi, ça a ouvert une perspective, une porte extraordinaire. Donc j'ai commencé à investiguer. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait dans l'histoire des États-Unis, on dit que l'histoire ne repasse jamais les mêmes places, ça c'est Mars qui le dit. Je parle devant des spécialistes de Mars, passe jamais les mêmes plats, une fois comme farce, une autre comme tragédie. Donc je me suis aperçu que dans l'histoire des États-Unis, en 1884, il y a un monsieur qui était, comment dire, un métis, presque blanc, qui s'appelait Homer Plessy. Homer Plessy en avait marre de la ségrégation déjà en Louisiane. Il monte dans un train. Et dans ce train, il se met dans la place, dans le wagon réservé aux blancs. Comme il avait des apparences presque blanches, donc le contrôleur vérifie son ticket, et le contrôleur voulant partir, il le retient, il dit, écoutez monsieur, vous ne remarquez rien? Il dit non, pourquoi? Il dit, mais je ne suis pas blanc, moi. Il dit, bah alors qu'est-ce que vous foutez là? Donnez-moi votre ticket, allez, je vous vire, vous n'êtes pas blanc, vous n'avez pas le droit d'être ici. Et Homer, c'est ce qu'il voulait, qu'il soit arrêté, et donc il saisit les tribunaux en disant, il existe tout de même une loi qui dit, selon une jurisprudence qui avait été édictée par la Cour suprême, qui disait que les trains inter-États, puisque tous les citoyens sont égaux, les trains qui circulent dans plusieurs États ne peuvent pas être ségrégés, puisqu'ils passent dans plusieurs États. Et vous savez que les lois discriminatoires s'exerçaient au sud. Au nord, bon, c'était moins virulent, mais ça existait dans les têtes. Et Homer Plessy, donc, se fait arrêter et intente une action en justice. Et cette action va conduire à plusieurs décisions. Et j'ai trouvé que l'histoire de cet Homer Plessy, qui n'était pas tout à fait blanc, pouvait s'être reproduite. Et que quelqu'un qui avait les apparences d'un blanc était arrivé aussi auprès de Rosa Parks et, rongé par le remords, était retourné la voir pour lui dire, voilà, Rosa, je suis désolé, j'ai été un poire, manqué de courage pour me dénoncer. Excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez du livre de Boris Vian, justement, qui est un peu sous thème? Oui, c'est aussi dans la même veine. Il y en a un autre aussi de Faulkner, qui est voisin. Et oui, c'est ces situations parfois ambivalentes que je voulais explorer. Et donc le personnage, je vous invite à lire le personnage de Douglas White Jr., qui est un personnage qui, je pense,
Ah, comment tu l'as trouvé? Rien, Dominique? Comment tu l'as trouvé ce personnage? Ah, moi j'ai trouvé très singulier parce que on ne sait pas très bien comment il arrive, d'ailleurs on ne sait pas très bien comment il réclame à Rosa Parks la place qu'elle occupe. Déjà.